Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de l'opposition, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et distingués invités. Voici le moment solennel d'ouvrir la première session de la 61e législature du Parlement jeunesse du Québec, qui étudiera 4 projets de loi fort importants, fascinants et dont le droit de mourir. Vous savez qu'il me soit permis de rappeler ce rôle fondamental qui vous est imparti au cours de cette session. Vous incarnez tous et toutes l'autorité législative de la démocratie représentative, et ce, à un moment de notre histoire politique occidentale où la démocratie fait face à des défis très importants. À titre d'allocution d'ouverture, j'aimerais vous livrer quelques réflexions sur la démocratie, ce système d'organisation politique dans lequel la souveraineté et les décisions qui en découlent sont exercées directement ou indirectement par le peuple, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec en l'occurrence. Je ne vais pas mettre à mal la démocratie. Il y a tant de critiques qui s'en occupent qu'on oublie les bienfaits. La démocratie coûte cher, certes, mais bien moins cher que la guerre. En avril dernier, j'étais dans la province de Kivu au Congo, en survolant en hélicoptère. On se croyait dans une scène d'Apocalypse Now de Coppola. Je restais muette et immédiatement je saluais les bienfaits du régime dans lequel on vit. C'est la première pensée qui m'est venue. Emprunté du grec, démocratie signifie l'autorité du peuple. Il y a 3 grands moments dans l'histoire de la démocratie. D'abord, sa naissance, qui nous vient d'Athènes. La démocratie athénienne fut l'une des premières connues. Elle s'exprimait oralement en assemblée. Les femmes et les esclaves, comme vous le savez, en étaient exclus. C'était les mœurs de l'époque. Selon John Keane, on a identifié les ferments de la démocratie bien avant Athènes, dans la vallée de la Mésopotamie qui abrite aujourd'hui l'Irak. La mutation intervient au XVIIIe siècle. La démocratie devient la démocratie représentative qui repose sur l'élection de représentants du peuple qui sont cette fois imputables. Une série d'institutions et d'événements viennent assister la démocratie représentative afin de la valider. Le système multiparti aux États-Unis, la liberté de presse et la presse imprimée. On voit le premier numéro qui serait paru en 1605, imprimé en France. On ne peut imaginer, vous savez, la démocratie sans transparence. On ne peut imaginer le judiciaire qui serait en huis clos. Le procès par jury aussi, où le simple citoyen est venu au centre de la vie judiciaire. Le transfert pacifique de pouvoir d'un parti à l'autre au terme du processus électoral fait partie de la mutation. On verra arriver le vote au scrutin secret au 19e siècle, appelé le vote australien, qui nous provient de l'influence des protestants pour assainir les mœurs politiques en Australie. On assistera au mouvement des femmes pour gagner le droit de s'exprimer en chambre. On se rappelle tous de Muriel Matters. Ensuite, les premiers commissaires aux élections nous apparaissent encore d'Australie. Nous voici à la 3e étape de l'évolution de la démocratie représentative. Vous en faites partie maintenant. C'est ce que j'appellerais la démocratie de surveillance. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a que 12 démocraties dans le monde. On est en 1945. La dernière qui est arrivée est l'Uruguay, en 43 ou 44. De 45 à 75, le nombre passe à 30. Et en 2005, on a 119 pays ayant un régime démocratique selon la qualification classique qui s'attache non pas à la qualité de la démocratie elle-même, mais à l'un de ses traits fondamentaux, c'est-à-dire la tenue d'élections libres. Cette démocratie des 119 pays est inégale, car chaque pays et chaque continent suit un mouvement de croissance démocratique à la mesure de son évolution. Il ne faut pas juger. On chemine sur le sentier de la démocratie, chacun à sa vitesse et chacun à son pas. Voyons un exemple de là où la démocratie balbutie. Depuis l'indépendance en 1958, les Guinéens de Guinée-Conakry rêvaient de voter pour un président librement. Après un demi-siècle de régime dictatorial, ce jour est arrivé le 27 juin 2010. La population s'est mise en marche massivement vers les urnes qui, cette fois, étaient transparentes. Beaucoup ont patienté pendant des heures sous une chaleur écrasante avant d'accomplir leur devoir de citoyen. Dès l'aurore, on voyait des silhouettes, cartes d'électeurs biométriques à la main en direction des 8424 bureaux de scrutin.
5 jours plus tard, les résultats tombent. Près de 80% des électeurs ont choisi leur candidat. Bien sûr, il y a eu des dérives. Bien sûr, il y a pu y avoir des fraudes. Mais le régime démocratique est en marche. Pensez à Haïti. Pensez à la Côte d'Ivoire. Maintenant, déplaçons-nous et venons là où se trouvent les pays en transition, des pays récemment venus vers la démocratie. Selon le rapport exhaustif de Freedom House, sur 29 pays post-communistes d'Europe et d'Asie, les États ne sont pas parvenus en 2009 à inverser la tendance au recul démocratique que l'on constate depuis 10 ans. Inquiétant. Allons maintenant à l'autre bout de la lorgnette et venons chez nous. Là où on retrouve des pays à démocratie avancée, ceux qui tiennent la démocratie pour acquise, sans toutefois voir toujours les écueils qui la menacent. Je parle de nos démocraties, les grandes démocraties occidentales, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne. Nous sommes ici au Québec. Les problèmes qui affectent la santé des pays à démocratie avancée sont bien connus. La désaffection de l'électorat. Le pourcentage des personnes qui exercent le droit de vote diminue considérablement d'élection en élection. Au Québec, en 13 ans, on passe de près de 80% à 57% en 2008. La montée de l'individualisme, le devoir citoyen qui s'estompe, le cynisme de la population en seraient, dit-on, les causes. Les citoyens sont les premiers responsables de la démocratie représentative. Et s'ils n'exercent pas leur droit de vote, ils abdiquent et ne peuvent pas se plaindre de la dégradation démocratique. Le consommateur fait la loi par son achat. Les citoyens font la loi par l'exercice du droit de vote. Des milliers de gens sont morts et meurent encore pour la conquête du droit de vote. Le cynisme en politique, c'est de ne pas exercer ce droit si fondamental. Le cynisme en politique, c'est de ne pas s'engager dans le discours politique. Alors, je suis bien aujourd'hui heureuse de vous féliciter parce que vous êtes bien engagés dans ce discours. Parmi les autres causes de la disette démocratique, soulignons ceci. La prépondérance de l'économique et du financier sur la politique du bien commun. L'inégalité qui s'accroît dans le partage des ressources fait douter les régimes démocratiques. Le développement de structures et d'entreprises supranationales et multiterritoriales qui ne s'assujettissent plus à aucun ordre de contrôle. La puissance des lobbies, de toute orientation et de toute allégeance qui affaiblissent le pouvoir des membres du Parlement. Le déclin de la participation des individus dans le financement des partis politiques et dans l'adhésion aux partis politiques, comme si, aujourd'hui, adhérer à un parti et le financer était devenu une tare. La critique effrénée des hommes et des femmes de la sphère politique qui sont constamment sous la loupe alors que, ne vous en déplaise, notre classe de représentants attire encore des hommes et des femmes de grande valeur dans tous les partis. Depuis 1945, ont été mis au service de l'institution démocratique divers mécanismes de vérification des finances publiques budgétaires, de surveillance du financement des partis politiques, de réforme des lois électorales, de surveillance des droits humains, afin de rendre les systèmes plus transparents. On s'aperçoit dans presque tous les pays à démocratie avancée que ces mécanismes sont devenus insuffisants. Il faut développer la démocratie de surveillance et convaincre les citoyens de s'engager. La démocratie de surveillance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la mise en place de mécanismes de contrôle et la venue de citoyens omnicompétents, selon les mots de Lippmann. Des citoyens susceptibles de devenir les interlocuteurs avertis du pouvoir en exercice, ceux qui vous regarderont et ceux qui vous contesteront, comme les groupes de citoyens informés, capables de décoder les budgets, de vulgariser les instruments financiers de plus en plus complexes et sophistiqués et d'interpeller le politique. Les institutions de respect des droits de la personne, les associations de consommateurs, les instances de surveillance environnementale, les groupes de participation et d'information online qui vont devenir les instruments les plus puissants en appui de la démocratie représentative, les chiens de garde de l'activité municipale et des commissions scolaires, établir aussi des réseaux internationaux pour partager les expériences démocratiques. Et vous me permettrez bien cette intervention toute personnelle, j'ai l'impression parfois que lorsque les députés sont élus, et une fois qu'ils ont prêté serment, ils croient qu'ils sont devenus automatiquement de grands négociateurs et de grands médiateurs.
que je rêve du jour où il y aura une session intensive de 7 jours à tous les membres du Parlement pour leur enseigner le dialogue utile, le dialogue constructif et comment mener des conversations difficiles. Ceci nous évitera des débats acrimonieux en chambre et en favorisant la médiation, nous fera arriver à l'époque moderne du dialogue constructif. J'espère que ça nous arrivera peut-être par vous, disons. L'éthique de la démocratie. La démocratie est fragile lorsqu'elle contourne les règles éthiques. Je ne parle ni de l'égalité, je ne parle ni de légitimité. Je parle des règles morales qui guident la conduite des élus dans la gouvernance et le respect des institutions. Je parle du laxisme dans la gouvernance. Je crois à la hiérarchie dans l'application des normes éthiques. Les règles éthiques les plus élevées dans une société devraient s'appliquer aux personnes qui sont au sommet des institutions publiques, ces personnes qui donnent l'exemple et qui inspirent des citoyens à la recherche de points de valeur, de référence et de repères. Je crois à l'ordonnancement des règles éthiques. Je crois que l'exemple inspire. Nos leaders n'ont pas à être parfaits. On ne se reconnaîtrait pas en eux. Ils doivent être humains, avec un désir d'excellence. Ils doivent être visionnaires et tenaces. Ils doivent être des femmes et des hommes d'action. Ils doivent être têtus. C'est vrai que la réflexion précède l'action, mais il faut agir. Sur le chemin de la démocratie, méfiez-vous des leurs. La démocratie ne s'exprime pas que par des élections. Si une minorité détient le pouvoir de l'information, elle peut conditionner la majorité à croire que c'est elle qui décide lorsque vient le temps des élections, alors qu'en réalité, c'est toujours la minorité qui est indirectement au pouvoir. La démocratie ne peut exister dans un contexte d'une très grande pluralité d'informations. La concentration des entreprises de presse est l'ennemi de la démocratie. L'information de variété est l'ennemi de la démocratie. Sur le chemin de la démocratie, certaines personnes sont choisies par la majorité pour exercer le pouvoir en leur nom. Il importe que cette personne, vous, s'efface devant leur mission. Le projet démocrate est incompatible avec le plan de carrière d'un individu. Pour un représentant du peuple, servir le peuple n'est pas l'asservir à son projet ou à ses intérêts personnels. La démocratie est contraire aux lois de la nature où règne la loi du plus fort. La démocratie est une œuvre humaine de civilisation qui exclut les privilèges et cherche à étendre les droits de la majorité. En démocratie, le pouvoir politique doit prévaloir sur le pouvoir économique, car dans le premier cas, le vôtre, il s'agit d'un pouvoir délégué ou élu, tandis que dans le second, il s'agit d'un pouvoir autoproclamé. En démocratie, le bien commun doit être la norme à laquelle le pouvoir économique doit se plier. Mais la sauvegarde du bien commun n'est possible que si les individus veulent et se comportent en citoyens avertis et informés et non en consommateurs passifs. Le véritable citoyen est celui qui est capable d'indignation devant l'injustice, qui cherche à en comprendre la source, qui s'informe et qui s'engage. Votre génération devra faire face aux plus grands défis auxquels l'humanité sera confrontée. Vous aurez à protéger les droits individuels en leur imposant la limite qu'exigent les droits collectifs et le bien commun. L'expérience démocratique devra être revue et corrigée constamment. J'ai eu cette chance unique de travailler, de faire des missions dans plusieurs pays, certains gouvernés par des régimes militaires, d'autres par des régimes totalitaires. Le voir à la télévision, le lire, visiter ces pays à titre de touriste, vous donne et vous montre les pays où la liberté de presse et la vie humaine ne comptent pour rien. Mais rencontrer les dirigeants, vivre avec la population dans son labeur quotidien et voir l'injustice s'ériger en système nous montre et nous permet de réaliser combien précieuse est la démocratie dont nous bénéficions ici et en même temps combien elle est fragile si on la tient pour acquis ou si on s'en détourne de prétexte que la politique est insupportable. Pour vous dire, à chaque fois que j'atterris à Montréal, j'ai toujours un sourire et je me dis « enfin chez nous ». La démocratie a cheminé des millénaires, croisé tant de peuples, de cultures, de religions et de langues sans avoir vraiment atteint sa plénitude. C'est que la démocratie est un chemin et non un point d'arrivée. Bien sûr, la démocratie porte ses faiblesses et beaucoup de paradoxes antidémocratiques surviennent sans qu'on y prenne garde.
La liberté si chère à la démocratie a été souvent un vecteur de discrimination et pas toujours d'égalité. Dans l'organisation de la vie publique et en politique, il y a une erreur à éviter, celle de se croire arrivé en démocratie. La démocratie est un idéal que nous n'atteindrons jamais, mais vers lequel il faut tendre toujours. C'est la ligne d'horizon qui recule au fur et à mesure de nos avancées. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en marche vers la démocratie. Croire que nous y sommes, c'est croire que nous avons atteint la perfection, soit l'exercice parfait du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Pour accepter cette proposition, il faudrait croire que la personne humaine est parfaite, ce qu'elle n'est pas. Toutefois, la personne humaine est perfectible, à l'instar de la démocratie qui ultimement la reflète. Comme l'écrivait jadis ce vieux lion de Clémenceau, la démocratie se doit d'être une création continue. Je vous souhaite bonne chance dans vos débats. Merci.